Eh bien, salut tout le monde. J'allais dire bonsoir, mais pas encore. Hey, il y a tellement de monde, j'ai une espèce de stress dans le cou. T'as l'habitude de travailler sur ma petite table à dessin, moi, là. Wow. Ben, merci d'être venu, merci de vous être déplacé. Franchement, c'est super. Alors, on a été présenté. Moi, Michel Giguère, j'anime depuis 2005 les Rendez-vous de la BD, où j'ai eu le privilège de recevoir Michel Rabagliati en 2009, juste après la sortie de Paul à Québec. Et j'ai réalisé avec lui l'ouvrage Paul, entretien et commentaires, paru au printemps 2022. Alors, je vous présente plus longuement notre invité. Après une fructueuse carrière de graphiste et d'illustrateur, Michel Rabagliati a connu le succès avec sa bande dessinée Paul, 9 titres parus en plus de Paul à Montréal et Rose à Lille. Michel Rabagliati cumule 1 prix Harvey, 3 prix Doug Wright, 2 Joe Shuster, 5 BD Scosa remis par le Festival de la BD de Québec, 6 BD-Lys remis par le Festival de la BD de Montréal, 1 prix des libraires du Québec à une époque où il n'y avait pas de catégorie bande dessinée, le prix du public et ensuite le prix de la meilleure série au Festival d'Angoulême en France, ainsi que le prix Athanas David en 2022. Il s'est aussi vu décerner les titres de Compagnon de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec, de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, c'était mon exercice de diction de la journée, et l'Ordre national du Québec. Plus tôt cette année, Poste Canada a émis un timbre à l'effigie de Paul. Et ma liste est incomplète. Michel, tout le monde souhaite que son travail soit apprécié à sa juste valeur. Tout le monde est ravi quand vient la reconnaissance. Toi, c'est quoi ton rapport avec ces prix-là, toutes ces distinctions? Ben, c'est comme ils disent en anglais, c'est des pat on the shoulder, c'est des tapes sur l'épaule. C'est toujours bien gratifiant, charmant. Ça donne un peu de gaz pour continuer, j'imagine. Notre travail touche, on touche des gens. Il y a des gens qui nous lisent. Tu sais, les écrivains, tout ce qu'ils veulent toujours, c'est que les gens les lisent. C'est quoi notre souhait? Être lu. Tu sais, on espère que nos livres sont sur les tables de chevet des gens le soir, puis qu'ils nous lisent en pyjama. C'est ça le rêve là, de l'écrivain. Dans le fond, le lecteur est plus important que les institutions qui peuvent remettre ces prix-là. Là. Oui, en quelque part. Ouais. Mais ça, je sais pas si ça va ensemble, mais tu sais, bon, les prix, c'est ça. Là, c'est vrai que j'ai été très chanceux, j'ai gagné plein de prix, puis j'ai eu beaucoup d'encouragement. Mais reste que quand tu reçois ton prix, tu sais, le lendemain, t'es encore sur t'es sur ton prochain livre de toute façon, puis tu cherches des idées, puis tu te creuses la tête, puis tu te dis bon, c'est-tu aussi bon, puis est-ce que je suis en train de faire du bon travail? On est en train de chercher des idées, tu sais, pour travailler, parce que c'est ça qui me rend heureux, moi, dans la vie. Tu sais, moi, je voyage pas, je vais pas nulle part. Ce qui m'intéresse, c'est écrire des histoires. Puis j'ai la chance d'être dans un pays aussi. Tu sais, je suis pas sûr que je pourrais faire ça en Éthiopie, là, de la BD pour adultes underground. Tu sais, c'est vraiment... Ça se fait dans les grandes villes, ça se fait dans les grands centres, puis j'ai la chance d'avoir un éditeur cool, puis c'est une période intéressante aussi pour la bande dessinée d'auteur. Sauf que quand tu as commencé, c'était en développement, mais c'était loin. Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi la BD, j'en rêvais quand j'étais enfant, mais je me voyais, tout ce que j'avais comme exemple, c'était les hebdomadaires, tu sais, Tintin, Spirou, puis là, premièrement, c'était en Europe, j'avais pas accès à ça, puis je me voyais pas donc travailler à la semaine, ça m'a jamais intéressé, ça, genre la pleine page, la page à la semaine dans un hebdomadaire. Je me voyais pas faire ça. Quoique je rêvais d'être ces gars-là, franquins, puis tout ce que je voyais dans Spirou, je trouvais ça incroyable. La bande dessinée, c'est comme ça m'a toujours fasciné. J'en lis depuis que je suis petit. Moi, je suis vraiment là-dedans depuis que je suis enfant. Puis, je pense que tu es comme ça aussi. On est de la même génération, puis on a un peu le même parcours d'enfant. Ouais. Moi, je suis genre garçon très tranquille à la maison, sors pas beaucoup, j'ai ma petite guitare, puis mes petits livres. Tu sais, j'ai toujours été très content de mon petit univers, ma chambre fermée. Tu sais, chez nous, on avait une chambre, ça s'appelait le locker. Mes parents appelaient ça le locker. C'était comme un petit garde-robe. Moi, j'étais heureux là-dedans. Là. Ma soeur riait de moi, elle disait Michel, il y a le locker. Mais je m'en foutais d'avoir le locker. Moi, j'avais mon petit environnement, puis mon père m'avait même fait j'avais une petite table à dessin, tout ça.
ça. J'étais complètement heureux. J'ai eu une enfance, moi, là, géniale. J'ai pas joué au hockey ou des affaires de même. J'étais pas très sport d'équipe et tout ça. Mais mes parents l'ont compris. Mon père, il m'a toujours bien saisi. Puis j'ai été nourri de crayons, d'abonnements à Spirou. Il voyait où était mon intérêt, tu sais. Puis c'est lui-même qui m'a payé un cours en graphisme un moment donné parce qu'il savait plus quoi faire avec moi dans la vie. Moi, je suis un drop-out de l'école. Je fête pas dans les écoles. Je me suis toujours endormi sur les bureaux. Puis, tu sais, je regardais juste l'heure. Quand est-ce que je vais m'en aller chez nous? Je m'emmerde. C'est effrayant. Fait que une chance qu'il y avait ça, le dessin un peu dans ma vie. Puis mon père, il a comme un moment donné saisi qu'on pourrait peut-être l'envoyer en graphisme, celui-là. Puis là, ça a cliqué. J'ai eu des profs intéressants. Puis j'ai commencé à travailler en design graphique. C'était une belle carrière aussi, puis en illustration magazine également. J'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. Mais la bande dessinée, c'est revenu sur le tard. C'est revenu quand j'avais 38 ans. Quand la nouvelle vague est arrivée, quand on a vu des livres de bande dessinée arriver, des livres épais. On avait l'habitude de voir des pages dans Spirou, Tintin, genre Natacha, des trucs comme ça. Il y avait le magazine Crow quand même à Montréal à la fin des années 70. Qui était pas mal aussi, mais tu sais, non, ça m'aurait pas tenté d'aller cogner à la porte de ce magazine-là pour me présenter comme auteur de BD. De toute façon, j'avais rien à leur montrer, tu sais. Mais quand la nouvelle vague est arrivée, puis les livres épais sont arrivés, et puis des bandes dessinées pour adultes, là, j'ai senti une opportunité. Là, je me disais peut-être que je pourrais fitter là-dedans. Puis j'ai commencé à travailler sur Paul à la campagne, en dilettante. Là, l'histoire est connue. Là, j'ai fait ça je faisais ça comme pour passer le temps en 2 commandes d'illustration. Donc en 99? En 98 à peu près. Ouais. Il y avait plus d'éditeurs. De toute façon, c'était la période morte au Québec. En 94, tout est mort. Les magazines ont fait Titanic, Crow. Les magazines de BD ont fermé leurs portes au Québec. Fait qu'il y avait vraiment pas d'exemple de réussite non plus en bande dessinée au Québec. Ici, ouais. Alors que ça, je sais que ça t'a influencé beaucoup du côté nord-américain, anglo-saxon, parce qu'il y en avait aussi au Canada anglais, et du côté français après coup, mais c'était vraiment originaire du Canada anglais puis des États-Unis. Oui. Il y avait tout ce courant-là de bande dessinée plus d'autofiction et plus adulte, plus intimiste. Et toi, c'est quand tu as vu ce phénomène-là, cet événement-là, là, tu t'es dit, voilà, ça, il y a un créneau pour moi, là. C'est un hasard que j'ai rencontré un type qui s'appelle Chris Oliveros, puis c'est l'éditeur de Drawn and Quarterly, qui est vraiment aujourd'hui un éditeur anglophone très important, peut-être le 2e après Fantagraphics, dans le milieu de la bande dessinée anglophone pour adultes. Je l'ai rencontré comme client parce qu'il avait besoin d'un logo pour son magazine que je connaissais pas pantoute. Lui, ça s'appelait Drawn and Quarterly numéro 1. C'est comme un magazine de bande dessinée. Très cheap, un peu comme format Spider-Man, là, format comic book. Donc, je me dis, c'est des comics, c'est des super-héros, je sais pas trop. Là, j'ouvre ça, puis là, je vois que, c'est pas des super-héros, c'est des histoires pour adultes, puis pas 3X, là, parce qu'on dit ça, on dit souvent, l'histoire pour adultes. On a un problème avec ça en bande dessinée, parce que quand on dit BD pour adultes, les gens pensent, il y a du cul, mais c'est pas ça, tu sais. C'est pour ça que le mot graphic novel a été inventé. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, mais c'est ça. Donc, j'ai vu ces bandes dessinées-là, puis j'ai fait la rencontre de ces auteurs-là que je connaissais pas pantoute. J'ai été comme flabbergasté. Ça m'a mis vraiment comme... Là, j'ai montré ça à ma blonde. Regarde ça! C'est comme Joe Matt, des gars comme ça, Chester Brown, Seth, Maurice Vellecoupe. Il y avait même Julie Doucet, une Québécoise de Montréal, qui publiait là-dedans en anglais, tellement qu'elle était pas publiée en français. Chris la traduisait en anglais. Puis là, c'est là que j'ai vu que là, le vent tournait en bande dessinée, puis qu'il y avait un nouveau mouvement. Là. Mais c'est comme le début. Ça, c'était en 89. Ça m'a pris un bout avant d'allumer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée pour adultes. Donc, tout ce qui sortait de Drawn and Quarterly, Fantagraphics, tout ça, là, j'ai comme découvert des auteurs qui travaillaient sur le long terme aussi. Le format magazine hebdomadaire était un peu comme... on oublie ça, là, on fait des livres longs. Là, les auteurs proposaient des trucs longs. Puis, tu sais, peut-être la pierre angulaire de ça, c'est peut-être Maus, là, de Spiegelman. Tu sais, là, lui est arrivé avec vraiment un truc... ambitieux.
très ambitieux, puis ça a gagné le prix Pulitzer, puis là, ça a mis peut-être le feu aux poudres dans ce genre de bande. Puis bien des auteurs ont commencé à s'intéresser à ce genre-là. Les éditeurs aussi se sont intéressés à ce genre-là. C'est la nouvelle vague qui commençait, puis moi, j'ai un peu embarqué, j'ai tenté d'embarquer avec Paul dans ce mouvement-là, tu sais. Mais il n'y avait pas d'éditeur à Montréal pour ça. Donc, à l'époque, là, j'ai travaillé complètement dans le beurre, là. C'était juste pour le fun au début, là. Puis bon, là, t'as proposé quelque chose avec la pastèque. Là, encore une autre rencontre fortuite. Ouais. Donc, Chris Oliveros, très important dans ma vie, comme déclencheur de cette bande dessinée-là. En plus, qui était tout en noir et blanc. Hein? C'est vraiment un autre monde. Lui, il imprimait tout en noir et blanc. Là. Fuck la couleur, on s'en fout. Là. Ben, à peu près. Là. Il y avait les auteurs qui travaillaient en couleur, mais c'était pas une préoccupation. C'était vraiment, as-tu quelque chose à dire? As-tu quelque chose à nous raconter pour les adultes? Eux autres, ils disent for mature readers. Mais c'est vraiment très précis. Puis mais c'est bon parce que ça orientait le lecteur avant d'acheter le magazine. C'est pas du cul, c'est pas du sexe, c'est pas des super-héros, c'est pas de l'aventure, c'est des histoires ça peut être du quotidien, mais ça peut être des histoires. En tout cas, c'est des histoires pour les adultes. C'est comme du roman, en fait. C'est ça qui est arrivé avec la bande dessinée. La bande dessinée, c'est comme fondu au roman, puis maintenant, les BD sont aussi bonnes que les romans, là, des romans écrits en texte courant, là. C'est ça qui est arrivé avec la nouvelle vague, c'est que les deux sont montrés pour la BD s'est mise à s'adresser aux adultes, puis les adultes lisent ça, puis tu as de l'émotion, là. C'est pas il y a des trucs super importants là, qui sont faits en BD. Maintenant, il y a des titres incroyables. Il y a une collection incroyable de BD pour adultes qui accotent puis qui dépassent le roman. Juste parce que c'est important de parler de la pastèque. La pastèque, c'est parce ça. Que moi, je soutiens que la professionnalisation, parce qu'on disait qu'au Québec, c'était pas évident puis que tout était à faire, mais moi, je soutiens vraiment que la professionnalisation du milieu de la BD au Québec est liée à ta collaboration avec la pastèque. Là, on avait un auteur d'abord qui est lui-même mature, que tu avais 36 ans à l'époque, si c'est pas 38. 38. Et puis, un éditeur qui prend ça au sérieux, qui ont la base des affaires aussi, et qui, de publication en publication, vont devenir de plus en plus solides et perdurer dans le temps. C'est ça qui était la nouveauté aussi, c'est de rencontrer ces deux gars-là, Martin Brault et Frédéric Gauthier, donc deux jeunes libraires à Montréal qui se partaient, eux, un magazine qui s'appelait Spoutnik. Encore là, hasard complet. Je marche un soir sur la rue Saint-Denis avec ma blonde, ma fille, puis je vois que à la librairie, la Mouette Rieuse, ça s'appelait. Ces deux gars-là, c'était deux jeunes libraires qui travaillaient là comme ça, puis eux partaient, ils étaient libraires et puis ils partaient aussi. Ils se partaient comme éditeurs. En 98, ils ont fondé La Pastèque. Puis là, ils cherchaient des auteurs. Puis dans leur premier numéro, Spoutnik, c'était presque des auteurs européens parce qu'il n'y avait pas grand monde au Québec. Il n'y avait presque rien. C'était tous des auteurs européens qui avaient là-dedans. Ils étaient allés chercher du monde en France, tout ça. Mais ils voulaient faire un magazine, un collectif de BD comme l'Association. L'Association, c'est un peu la Pastèque, donc c'est un peu copié l'association en France. L'association, c'est un éditeur comme indépendant, qui a décidé de vraiment tourner le dos au genre Dupuis, Dargaud, les magazines jeunesse, tout ça, qui ont commencé à faire de la BD adulte. Persépolis, par exemple, qui est un des gros hits de l'association, là, c'est un de leurs titres forts. Persépolis est sorti, je pense, juste un petit peu après Paul, ou je sais pas trop, quasiment en même temps, là. Donc, il y a des auteurs qui ont commencé à faire des livres longs. La Pastèque s'est intéressée à ça, puis ils ont fondé leur maison d'édition avec cette vision-là de faire de la bande dessinée pour adultes. C'est assez ambitieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs au Québec. Puis ils sont tombés sur moi, complètement par hasard, puis moi, je suis tombé sur eux. Je leur ai dit, vous partez un magazine, c'est bien cute. Puis j'ai vu tout de suite que c'était sérieux. Puis pour une fois, c'était pas une présentation genre cheap, petit papier, avec des bulles, boum, boum, qui explosent. On était vraiment dans du design graphique sérieux, bien fait, de la belle typographie. Moi, j'apprécie la typo, vous le savez. Puis, tu sais, beau papier avec il y avait même des sections en couleur, tout ça, sur d'autres sortes de papier, en tout cas, très soigné. Fait que moi, ils m'ont vraiment inspiré confiance. Mais bon, tu sais, tu te dis, ça va durer combien de temps leur affaire? 2 ans, puis ils vont se péter à la gueule, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont... C'était toujours ça, ouais. Au Québec, il y en a beaucoup qui ont essayé ça, de faire de la BD, bing, on se pète la gueule.
Mais eux, non, c'est comme ils fêtent leur 30e anniversaire, là, je pense, cette année. Fait que c'est non, ils ont tenu bon, puis c'est des gars qui ont une vision. C'est vrai que c'est en plus des très bons hommes d'affaires qui perdent pas leur temps avec. C'est des gars qui sont très focus, fait que ils vont aux bonnes places, aux bons salons, ils vont chercher les bons auteurs. Ils sont très, ils peuvent paraître un peu rigides, un peu snob même des fois dans le milieu de l'édition, mais ils ont une vision, puis genre ils prennent pas n'importe quoi. Parce que c'est très dur de faire rentrer un manuscrit à la pastèque. Ils sont extrêmement sélectifs. Malheureusement, ils publient pas n'importe quoi. Fait qu'ils sont très sélectifs. Ça, non, pas ça, non, pas ça. Des fois, ça, oui, on va. Puis là, ils vont orienter l'auteur. Ils travaillent très bien avec les auteurs aussi. Je dis, ton projet, même s'il est pas fini, ils vont le regarder, ils vont travailler avec toi. Il y a un comité de lecture. Tu sais, je veux dire, ils veulent sortir du bon livre. Là. C'est bien stimulant de travailler avec eux. Fait que ça, c'est une aventure éditoriale. La pastèque, c'est une aventure éditoriale unique au Québec. Puis moi, j'ai été chanceux d'être leur premier auteur québécois. Puis probablement qu'ils savaient pas eux autres, moi, que j'étais pour être persévérant comme ça. Mais moi, je suis leur auteur fort maintenant, là, parce que moi, ça m'a encouragé. Ça m'a permis de m'exprimer, premièrement, dans un format complètement rigolo et cool, parce qu'il n'y a pas de limite à la pastèque, genre pour la pagination. Je peux faire ce que je veux, couleur, petit, grand. Je peux travailler sur 6 ans sur une affaire. Les projets sont toujours regardés puis considérés. Fait que ça, c'est cool. Donc, on n'est plus dans de la publication hebdomadaire, formatée comme en Belgique. En tout ça, genre, tu sais, en Belgique, le format, c'est 44 pages, couleur. Tu publies ça, mettons, dans le jour. C'était ça le modèle en franco-belge. Tu publies ta page à la semaine dans Spirou, Tintin ou des magazines comme ça, puis à la fin de l'année, juste avant Noël. C'était ça il y a longtemps, là. Album de Noël, Yoko Tsuno, numéro 46. Tu sais, ça a marché, ça marche encore un peu comme ça. Mais là, c'est ça. Là, ça a explosé, puis là, il y a beaucoup de propositions possibles, puis il y a beaucoup de façons de publier, il y a beaucoup de façons de s'exprimer aussi. Tu as parlé tout à l'heure de membres de ta famille. Tu fais de l'autofiction, donc tes bandes dessinées sont peuplées de tes proches. Tu les représentes en dessin, dans le style de dessin qui est le tien, qui est assez graphique, qui est assez simple pour ce qui est des personnages, des visages. Mais voir tes proches incarnés par des comédiens, ta mère sous les traits de Marie-Ginette Gay, ton ex sous les traits de Julie Le Breton dans le film Paul à Québec, ou toi-même incarné par François Letourneau ou Hugues Frenette sur la scène du Trident, là, il n'y a plus la distanciation qui est créée par le dessin au trait. Il n'y a plus l'abstraction d'un dessin qui ne se veut pas nécessairement réaliste. Il y a plutôt une appropriation d'un personnage par un comédien, une comédienne, donc le personnage ne t'appartient plus vraiment. Comment tu vis ça? Quel effet ça te fait dans ton dedans? Quand j'ai fait Paul à Québec, le film, on m'avait dit, bon, tu sais, je m'étais informé à des auteurs qui avaient eu des films comme Patrick Sénécal ou Oyette ou des gens, tu sais, des écrivains qui avaient eu des romans portés à l'écran, tout ça. Fait que j'étais prévenu, tu sais, que ça allait se diluer, ça allait se transformer, puis qu'il fallait lâcher la corde. Il fallait lâcher la corde. On peut pas s'imaginer voir notre livre 100% à l'écran. Comme on peut, ce qui se fait au Trident en ce moment, c'est vraiment la vision de Anne-Marie Olivier. Maintenant, je sais comment ça marche. Puis dès que Olivier Artaud ici au Trident m'a proposé le projet, j'ai fait comme. Premièrement, il voulait faire Paul à Québec. Olivier ici au Trident. Moi, je disais non, je l'ai assez vu. J'ai assez vu le film, j'ai assez vu le livre. Si ça vous tente, allez lire Paul à la maison. Ça me tentait. Puis ça m'avait été proposé au cinéma, Paul à la maison, par les mêmes gens qui ont fait Paul à Québec. Puis j'avais dit non, parce que je trouvais ça trop sensible. Je le trouve vraiment à vif, ce livre-là. Je trouve que le personnage, donc moi-même, je suis complètement nu. Je veux dire, je suis en camisole, puis en bobette là-dedans, puis je me montre vraiment sous mes pires jours, puis dans une période de dépression assez intense. Tu sais, j'avais pas envie de voir ça au cinéma. C'est drôle parce que je trouve l'écran est trop grand, il y a trop de monde. J'ai pas envie d'être exposé sur un écran pantoute dans plein de cinémas au Québec avec cette histoire-là. Fait qu'ils ont fait comme OK, laisse faire. Puis quand Olivier m'a appelé l'année passée, puis il a proposé Paul à Québec, j'ai dit non, mais Paul à la maison au théâtre, ça oui. Ça me tenterait. Puis parce que
parce qu'il y a une intimité, parce que c'est des gens, une soirée, qui sont assis sur des sièges, puis qui s'en vont. C'est pas la même affaire. C'est comme éphémère. On est plus dans l'intimité, avec des éclairages. Je suis prête à voir ça sur une scène. Mais c'est sûr que là encore, il faut lâcher la corde. Hugues Frenette, c'est pas moi. Puis même quand j'ai vu les premiers enchaînements, j'ai dit, ah, vous l'avez fait funny. Vous l'avez fait funny. Ton album est drôle aussi. Il est drôle, mais il y a des scènes très drôles. Mais là, c'est plus moi l'artiste. C'est Anne-Marie Olivier, c'est Lorraine Côté. Eux autres, ils se sont fait du fun avec ça, puis c'est leur vision. Eux autres. Moi, il faut que je leur... Tu sais, des fois, je dis, ouais, mais il n'y a pas comme ça dans la vie. Moi, mais c'est pas... On n'est pas dans le livre, là, tu sais. On est sur scène, puis sur scène, il se passe autre chose. Puis eux autres, c'est des spécialistes de la scène. Fait que j'ai quasiment... Je dis que je vais intervenir, par exemple, dans les textes ou des trucs que je dis, ils diraient pas exactement ça. On m'écoute, mais pas tant que ça, tu sais. Puis c'est correct qu'ils m'écoutent pas. Ils ont envie. Anne-Marie Olivier est bien jalouse du texte. J'essaie des fois de changer un mot. Et là, ouais, je vais en parler, je vais y penser. Un seul mot. Tu sais. Je vais juste faire genre insipide au lieu de un truc genre imbuvable. Imbuvable. C'est ça, c'est très. Je vais y penser. Ouais, on y a repensé. On trouve que insipide c'est pas mal. Ouais, on va l'accepter. C'est des petits détails comme ça qui sont super durs à faire. Fait que moi, j'ai pas envie de me bagarrer avec eux autres. Là, ils ont une vision. Anne-Marie, elle a fait un super beau texte. Vraiment, c'est vraiment un beau travail d'adaptation, comme on dit. Là, tu regardes ça, tu dis, waouh, elle a tout ramassé ça. Puis tu dis ça, schlac. C'est un page-turner. Puis il y a des émotions qui passent. Elle a déplacé des scènes. Elle a enlevé des personnages. C'est fabuleux comment il travaille. Ben, il travaille pour que la pièce dure 1h50 aussi, puis que ça se fasse sur un stage. Parce qu'il y a plein de changements à la pièce. C'est un peu un sol et gobelet, si on veut. Le fond est noir, il y a des projections, mais c'est assez sol et gobelet, je trouve. Puis j'avais parlé à Lorraine au début, j'avais dit, je vois ça, sol et gobelet. Elle a dit, ouais. Ah, c'est bon, bonne idée. Puis ça, c'est resté. Tu l'as vu, la scène, c'est assez sol et gobelet, c'est assez, elle appelle ça low-tech, Lorraine. C'est genre, on voit ce qui se passe sur on voit qu'il y a quelqu'un qui fait la marionnette Biscuit, c'est le chien de Paul, mais on n'essaye pas de faire un beau chien caché avec des fils. Des effets spéciaux. Puis des effets spéciaux, puis de la boucane pour pas qu'on voit les fils. C'est Étienne qui tient le chien, puis on le voit très, très bien. C'est Étienne. On l'oublie maintenant, les gens sont tellement malins. De toute façon, c'est comme, ben oui, tu sais, comme Courville de Lepage, il y avait des marionnettistes en arrière, tu sais, de 300 livres qui faisaient des trucs avec on les oubliait complètement tout de suite. Ça marche. Les gens sont willing, sont partants pour... Mais c'est la magie du théâtre, de pas essayer de faire du cinéma, puis des effets spéciaux, puis des trucs high-tech, là. Elle, sa philosophie, c'est que bon, si on est pour voir les fils, on va les montrer, les fils. Oui. Fait qu'on voit les fils, on voit les roulettes, on voit tout, puis c'est les comédiens eux-mêmes qui bougent les trucs, puis ils s'assoient, ils bougent leur chaise, ils s'assoient sur la chaise. C'est eux qui bougent les décors. Puis les gens j'ai vu plein de pièces comme ça ces dernières années, puis ça marche, puis je trouve ça bien sympathique. Les comédiens participent à bouger les décors, puis on s'en sac, ça marche très, très bien. Fait que ça, c'est un peu ce genre de pièce-là qui se fait. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça m'a fait brailler, pareil, quand j'ai vu les enchaînements, parce que, évidemment, c'est ma vie, tu sais, fait que de voir Marie-Ginette, qui est excellente, qui fait ma mère, je suis comme, oh my God, c'est ma mère qui revient du passé un peu quand même, là. C'est assez touchant, tu sais. Puis Anne-Marie, d'ailleurs, a pesé là-dessus. Tu vois, on peut dire que Paul à la maison, comme livre, c'est l'histoire d'une dépression. C'est l'histoire il y a beaucoup de la solitude. C'est ça qui est à l'avant-plan. C'est la solitude, c'est l'isolement, la noirceur. Ça se passe après une séparation. C'est très, très sombre. Puis Anne-Marie, elle a pointé la mère. Elle dit, c'est la mère que je veux pointer. Fait que elle est allée vraiment mettre la mère en avant. Puis dans le livre, la mère est pas si tant en avant que ça. Mais j'ai accepté ça. C'est une convention que, oh oui, puis c'est très bien. Son fil conducteur à elle, c'est la mère. Moi, mon fil conducteur, c'était vraiment la noirceur et puis la solitude. Ben, tu vois, elle a pris un autre angle. Puis ça, c'est ça. Il faut laisser les créateurs faire. C'est les créateurs. C'est les artistes, c'est leur projet. Je voudrais juste vous dire, parce que Michel insiste sur le fait que c'est noir, c'est une dépression. C'est une pièce qui est très drôle et qui est super comique, qui est pleine de vie.
Puis c'est bon, l'album me fait le même effet. Moi, j'ai trouvé que c'était, dans la série des Paul, à la fois le plus dramatique et le plus comique. Mais c'est tragicomique, c'est ça. Voilà. Comme disent les sweet and sour, comme ils disent les Anglais, c'est un peu ça. Oui, on voit qu'il est déprimé, tout ça, mais c'est comme, dans le fond, on peut se référer à Woody Allen, par exemple. Tu sais, Woody Allen, c'est le premier à se taper sa tête, puis à se trouver cave, puis tout montrer ses défauts, puis on le voit chez le psy, puis il se plaint, puis ça va pas bien. Mais on est tordu de rire parce qu'on se reconnaît là-dedans. Paul à la maison, ça peut interpeller du public de toutes les générations parce que tu as des personnages sur 3 générations. Ta mère, puis quand je dis que c'est plein de vie dedans, c'est aussi des étapes de vie importantes d'accompagner tes parents dans le passage vers autre chose. Puis pour ce qui est des enfants qui deviennent des jeunes adultes, le deuil d'un parent qui voit ses enfants voler de leurs propres ailes puis s'éloigner d'eux autres. Donc, il y a tout ça. Fait que ce sont des étapes de la vie et ça vient nous chercher. Il y a 3 générations là-dedans. Voilà. Il y a la fille, il y a Paul, puis il y a sa mère, puis sa sœur aussi, qui sont de la même génération. Là. Mais c'est ça. Puis tout arrive un peu en même temps, puis il y a des problèmes de santé en même temps, puis de solitude, puis d'isolement, puis bon, il mange des cannes de raviolis direct dans la boîte, puis il regarde la TV, puis tout ça, c'est comme... Il est assez bas, tu sais. Mais on trouve ça drôle, parce que qui a pas été bas ici, tu sais, qui a pas touché le fond du baril un peu, un moment donné, tu sais, on se reconnaît là-dedans, là. Fait que ça fait une pièce charmante, puis c'est vrai que ça fait une pièce pour tout le monde, en plus. Pour tous les... Moi, je disais, on peut regarder ça. Si on a 10 ans, 11 ans, on comprend tout. C'est une pièce qu'un enfant peut aller voir. C'est comme, il y en a pour tout le monde, on dirait. Y a-t-il des éléments dans la transposition qui t'ont vraiment étonné? Par exemple, moi, j'ai eu le privilège d'être invité aussi à une répétition. J'ai vu la marionnette, j'ai vu plein de choses, puis le texte intégral, mais je n'ai pas vu encore les projections. Il y avait la musique, mais il manquait quelques effets sonores. Fait que ça va être enveloppé, tu sais, c'est multimédia. Mais ce qui est le fun, c'est que comparativement au film, c'est que Lorraine, elle aime bien mon univers graphique. Fait que on a fait des dessins. Puis on a beaucoup nettoyé des cases aussi. On a décidé aussi que quand il y a des dessins projetés en arrière ou des décors, on a enlevé les personnages. Je trouve c'est moi qui ai dit ça, je voulais pas voir de personnage. Puis on a enlevé aussi tous les Pauls à nez pointu. Donc, quand il y a un Paul à l'écran ou un Paul dessiné, c'est Hugues Frenette, dessiné par moi. Tu sais, c'est une caricature, c'est comme une espèce de proposition. C'est comme si c'était Hugues. Dans le fond, Hugues Frenette, lui, devient l'auteur de bande dessinée. C'est lui l'auteur de BD. Quand il dessine, puis il dessine Paul, ben il dessine Hugues Frenette. Parce que Paul devient Hugues Frenette maintenant. Hugues Frenette est l'auteur de BD. Fait que ça, donc, moi, avec les gros sourcils puis le nez pointu, c'est complètement disparu. On le voit plus, ça existe plus, ça. C'est lui l'auteur BD, comme. Ça, j'aime bien ça. Puis, tu sais, il dessine, on le voit dessiner, puis on le voit aussi dans son atelier, puis tout ça. Là. Ça, c'est le fun. Puis, c'est cool. Les projections servent à ça. Puis, il y a 3 grands écrans en arrière qui ils font un paquet de trucs avec ça. Fait que c'est charmant. Comme disait Lorraine Côté, ça reprend un peu l'idée des cases d'une BD, les 3 écrans rectangulaires. Oui, c'est comme si c'était un strip sur scène, 3 cases. Ça, c'est vraiment cool. Puis de voir ces dessins en grand, quand j'ai vu ça en grand, j'ai fait comme, oh wow, quand même, ça meuble. Hein, c'est beau, c'est assez beau, tu sais, c'est assez beau de voir ces dessins comme ça, 12 pieds de haut. Là. C'est juste des frames, là, mais c'est très pratique parce que ça leur fait des décors. Tu sais, quand ils étaient au parc de la Visitation ou sur la rue Fleury, ben moi, je l'ai dessiné, tout ça, la rue Fleury, le parc de la Visitation, les arbres on-sick, tout ça. On les voit sur écran. C'est charmant. J'ai hâte parce que moi, j'ai pas vu ça. Écoute, on continue dans un petit peu la comparaison entre bande dessinée puis d'autres modes de narration. Là. Après ta carrière d'illustrateur, tu as choisi de te consacrer à plein temps donc à un mode de narration par l'image qui s'appelle la bande dessinée. Est-ce qu'il y a des aspects de la BD, est-ce qu'il y a des spécificités de la bande dessinée qui ont, pour ainsi dire, été mises en lumière, mises en relief dans le processus d'adaptation de 3 de tes albums? Parce qu'on peut ajouter à Paul à Québec en film, puis Paul à la maison en pièce de théâtre. Paul dans le Nord en livre audio, c'est un autre support, c'est complètement autre chose. Est-ce que la transposition de ces 3 œuvres-là sous une forme différente, ça t'a permis d'identifier des caractéristiques propres à la BD en te disant, quand même, j'adore ça la BD, ou alors au contraire, c'est chiant la BD?
par rapport à eux autres. La BD, moi, c'est chiant parce que c'est difficile à faire. C'est comme un travail d'orfèvrerie. Puis physiquement, je trouve que c'est pas naturel de faire de la bande dessinée. C'est pour ça que j'ai fait Rosalille, pour prendre un break, des cases, moi, bon, mes livres, c'est entre 6 et 9 cases d'habitude. Un Paul, c'est entre 6 et 9 cases. Très bourré d'affaires. Je mets tellement de détails, c'est comme, je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, il y a des auteurs que j'admire, comme Chester Brown ou Julie Doucet, ils ont commencé vraiment à élaguer leurs affaires, puis enlever du stock. Moi, je suis pas capable d'enlever du stock. Faut que je fasse des 50 chars en arrière, toutes les feuilles dans l'arbre, les briques. Je veux voir ça. Puis ça me fait mal au bras, puis ça me fait mal au cou, parce que je suis là, calvette, je vais l'avoir. Fait que, puis je remplis, mes planches sont vraiment meublées, comme on dit. Puis c'est ça fait mal. Mais la contrepartie de ça, le bonheur de ça, c'est la liberté. Liberté incroyable. Ouais. Je me sens tellement chanceux parce que quand tu fais de la BD, tu t'envoies tout le monde paître. Je veux dire, c'est moi le maître. T'es Dieu, là. Oui, t'es Dieu, puis ça, c'est irremplaçable. Tu sais, c'est comme faire un film, faire une pièce de théâtre. Là, il faut que tu discutes, tu travailles en équipe, c'est plus tough. Mais quand je me retrouve dans un livre, là, je fais comme, là, je m'enferme, puis là, vous pouvez plus me contrôler, puis c'est moi le capitaine. Puis là, ça, c'est vraiment du gâteau. C'est vraiment bien le fun, là. Puis, ce qu'on peut faire avec un crayon puis une feuille blanche, c'est écœurant. Juste en noir et blanc en plus, même pas de couleur. Moi, j'en reviens pas ce que je peux faire. Toutes les idées que j'ai, je peux les faire. Je peux les faire comme ça dans mon atelier. Comme ça, sur une petite feuille de papier avec des petits crayons qui m'ont coûté 3,25 $. Je suis capable de faire tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'engager une équipe de cinéma, un gars de son, un gars de décor. Tu contrôles la météo. Oui, je contrôle tout, la météo. Mais tu sais, faire un film, j'ai vu comment ils se faisaient chier pour faire un film. C'est bien trop de trouble, voyons donc. Pour faire une scène, c'est toute une journée pour placer. Les gars arrivent avec des trucs, des lumières, des pôles, des poids pour les machins. Il y a le traiteur parce qu'il faut manger à midi. Tout ça pour tourner une scène de un gars au téléphone. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Ça a pris comme 4 heures. Puis installer des lumières dehors pour faire semblant qu'il fait jour. Tout ça. Oh, tu sais, c'est comme tabarouette qui se donne du trouble. C'est incroyable. Tourner avec une marionnette, c'est plus simple qu'avec un vrai chien. Oui. Le théâtre est déjà comme 10 fois plus flexible que le cinéma. En plus, on peut faire des changements rapides. Tu sais, déjà, la semaine passée, on enlève ça, on le met là. Ah oui, il va partir de là. Puis même encore hier, il disait, OK, il va sortir de là à place. Puis ben oui, parce que ça va me laisser le temps de me changer. Tu sais, il deal ça sur le on the spot comme ça. C'est très organique. Là. J'aime bien ça, le théâtre, comment ça se passe, parce que les décisions se prennent en groupe. Est-ce que tu préfères ça? Oui, je préfère ça. C'est une bonne idée de faire ça? Oui, on met ça noir. OK, on met ça noir plutôt que blanc. Ça se fait tout de suite, tu sais. Mais au cinéma, ça, c'est pas possible. C'est quoi? L'équipe est là, puis ça coûte 5 millions de dollars, puis ils ont 31 jours, puis ils sont sur le gros nerf. C'est pas la même affaire. Puis encore plus simple que ça, la bande dessinée. Encore plus simple que ça, le roman. Le Rosalille, c'était le fun parce qu'il y a une partie 50% qui est écrite. Ça, c'est vraiment cool. Pogner ta dactylo puis écrire qu'est-ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, si j'avais un talent comme Danny Laferrière, j'étais un vrai écrivain, je me passerais peut-être d'illustration. Mais bon, ça fait un beau format, j'avoue. C'est intéressant de pouvoir mélanger du texte et des images. J'ai quand même un petit talent en dessin. Je devrais quand même m'en servir un peu, tu sais. Fait que je fais dans Rosalille, j'ai adoré ça parce que ça m'a donné l'occasion de faire des dessins aussi à distance normale de l'œil. Tu sais, tu es sur une feuille de papier 8,5 onces, tu fais ton dessin, puis là, tu sais qu'il va rentrer là dans ta demi-page en haut. Tu le scannes, puis tu le mets en position. C'est vraiment, ça, c'est assez relax à faire. J'ai beaucoup aimé ça. Sauf que pour les scènes d'action, là, je suis en train de travailler sur un livre en ce moment, puis j'ai bien de l'action. Puis là, la bande dessinée est imbattable. Je suis en train de revenir à la bande dessinée dans ma tête parce que pour faire des séquences d'échanges entre les personnages, la bande dessinée est imbattable. C'est comme du cinéma de papier, puis c'est beaucoup plus efficace. Rosalille se portait bien à ça parce que c'est un livre horizontal, silencieux, très estival, où est-ce que il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'espace, il y a de l'air, c'est sur une île. Un peu méditatif. Méditatif, il y a des temps morts, et puis il est parfait pour ça. Le livre, le format était parfait pour ça. Puis il y a beaucoup de dialogue intérieur aussi. Paul, il se parle tout seul, il est à la plage, il fait des retours sur sa vie. Tout ça, ça se fait très bien en texte courant. Mais quand quand tu arrives dans une scène où là, il rencontre quelqu'un, puis là, il y a un échange, là, c'est pas évident. Là, parce Tout ce qui est action-réaction,
tu disais que la BD, c'est parfait pour ça. Ouais. Parce que, entre autres, il y a les ellipses qui font que action, réaction. Puis Oui. entre les deux, tu as l'intercasse, tu as la gouttière entre T'as les deux la cases, gouttière, c'est imbattable pour l'action. Fait que je peux faire ce que je veux, dans le fond. La Pastèque ont accepté ce projet-là comme un projet de BD. Ils ont dit, ben oui, si t'as envie de faire ça. Ben, au début, ils étaient un peu surpris, quoique, parce que là, je dérogeais un peu. Ben, d'abord, c'est pas Paul Alile, c'est Rose Alile. C'est Rose à l'île, ouais. Tu voulais comme annoncer la couleur à ton lectorat en leur disant, écoutez, c'est pas une BD puis c'est pas Paul. Non. Je fais quelque chose de différent. Ouais. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Je me suis permis de faire quelque chose de différent. Puis il y a une super bonne réception. Les gens ont bien aimé ce livre-là. Puis je trouve qu'il est dans le bon format pour l'histoire que j'ai à raconter. C'est ça l'affaire. C'est comme, qu'est-ce que tu vas raconter? C'est pour raconter une histoire où est-ce qu'il y a bien des échanges, de l'action, puis tout ça. Le roman... Et peut-être pas... Parce que là, il y aura beaucoup de tirets de dialogue. Ça peut être intéressant, mais si on peut le dessiner, ça marche en maudit. Fait que comme je peux et dessiner et écrire, je regarde le projet que j'ai devant moi, puis si ça se porte à la bande dessinée, je le fais en BD. De toute façon, maintenant, je me permets de faire les deux. Dans le prochain livre, il y a des pages de texte courant, puis après ça, il y a de la BD. Il y a de la BD aussi. Fait que c'est un livre hybride. Encore plus hybride, ah oui, OK. Un livre hybride. Il y a des pages pleines, il y a des pages de BD, puis après ça, il y a des pages, oups, c'est juste du texte courant. Après ça, je recommence en BD. Là, je peux me permettre ça, j'ai envie de faire ça. C'est un petit peu ce que j'ai dans la tête pour le prochain. Dans ce format-là, je ne sais pas. Peut-être un peu plus grand, je ne sais pas trop. Dis-moi, sur un plan plus esthétique et technique, pour Rose Alile, tu as délaissé l'ancrage à l'encre pour le dessin au crayon. Mais ça, c'est encore une histoire de bras, puis de mal de cou, Ouais. puis le crayon graphite, comme ça, c'est tellement facile à faire. On est moins crispé quand on dessine. Ah mon Dieu, ben oui, on est moins... Ben c'est ça, tu sais, c'est pas pour rien que les gens font de la peinture puis de l'aquarelle à distance à peu près de 18 pouces de leur face, parce que c'est ça normal, dessiner normalement, tu sais. Faire de la peinture, tu prends ton pinceau, tu fais ça devant toi. Puis en aquarelle, même affaire, c'est comme à peu près comme ça. En dessin au graphite, tu prends ta feuille puis tu dessines comme ça. Mais la BD, t'es de même. Là, tout à coup, il faut que tu te penches, puis là, tu te crispes le cou là-dessus, puis il faut que tu mettes des lunettes super fortes, là, puis là, avec une table lumineuse, puis là, je dessine peut-être pas des planches assez grandes, mais je suis pas capable. C'est comme, j'ai un toc avec ça. Il faut que je dessine 9 par 12. Ça, c'est comme, c'est une espèce de... Je suis pogné avec ça. Là, c'est dans ma tête. Si je grossis la planche, je vais rajouter des arbres, des chars, des feuilles. Fait que faut que je me check. Là. Même le prochain, je pense, j'ai envie de couper la feuille encore en deux pour pouvoir travailler, faire des BD 6 par 8, 6 pouces par 8 pouces. Comme là, t'es cuit, là. Le personnage, tu peux pas mettre plus de monde dans la case. Fait que ça m'aiderait, tu sais. Mais si je travaille format Jésus ou plus grand, si je monte ça de même, là, je vais bourrer ça de briques, puis de chars, puis de pierres, puis d'oiseaux dans le ciel, ça finira plus, tu sais. Puis en plus, je vais rapetisser, puis ça va donner un peu de la chenoute, tu sais, c'est comme, c'est pas... En tout cas, c'est compliqué un peu, mais c'est ça, là, pour moi. Puis il y a aussi que je veux pas faire des planches doubles comme Franquin ou les Spirou ou les Lucky Luke. C'était un format, il y avait souvent 4 strips, eux autres. C'est 1, 2, 3, 4. Mais Franquin, il travaillait 2, puis 2. Tu sais, il travaillait sur 2 feuilles pour pas aller faire sa première case en haut à bout de bras comme ça. Il coupait la feuille en deux, il faisait une feuille normale avec 2 strips à hauteur de... On peut le voir dans les vieilles BD de ces années-là. On voit les chiffres. La deuxième bande, c'est ça, c'est marqué la page, mettons, 7A, puis en bas, 7B. Ouais. C'est des cartons différents. Oui, ça, c'était pour le photograveur, pour que quand il envoyait ça à l'imprimerie, pour que l'imprimeur voit que, ça, c'est A, B, OK, celle-là va au-dessus de l'autre. Il les assemblait, puis il faisait la coloration. Mais puis ça leur permettait de dessiner plus gros, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on trouve ça tellement beau aussi, tu sais. Les Spirou, les Gaston, tout ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment comme à genoux devant ça. Mais comment ils font pour faire des dessins aussi précis? C'est super beau, tu sais. Puis quel outil ils utilisent? Quand tu es enfant, tu penses qu'il dessine à la grandeur du magazine, 100%. Tu penses que sa case est grosse de même dans la vraie vie, tu sais, puis qu'il dessine ce grosseur-là. Ça m'a pris tellement... Puis à un moment donné, j'ai compris, justement, en lisant Comment on devient créateur de BD de Franquin puis de Gigé, un livre qui explique comment il faisait la BD, que c'était blowé, il travaille grand de même. Là, j'ai fait, OK, d'accord. Là. Après ça, j'ai vu des planches originales de ces gars-là, de Gottlieb, de Franquin, d'Hergé. Puis c'est plein de rustines, c'est plein de gouache blanche, c'est beurré, c'est même pas propre. Moi, au CBBD, au musée de BD à Bruxelles, j'ai vu 2 planches du Derzo
qui est le dessinateur d'Astérix. Puis la première, c'était plus au début de la série, puis c'était plein de gouaches blanches, il y avait des corrections partout. Puis la deuxième, c'était plus tard dans la série, puis il n'y en avait plus. C'était assez impressionnant. Mais c'est comme à un moment donné, ces gars-là, ils veulent aller plus vite, parce qu'ils prennent aussi du galon, puis ils connaissent leur univers. Oui, puis par c'est comme tu sais que tu vas pas passer comme 2 heures de plus à retoucher, fait que ils s'organisent pour travailler propre tout de suite, comme ça leur journée a fini plus tôt. C'est des mercenaires du dessin. Ça, ces gars-là, c'est les auteurs de franco-belges de notre jeunesse. Là, c'est écœurant comment ils travaillaient vite puis qu'ils travaillaient fort. Là. Franquin, c'est pas pour rien qu'il est mort, je veux dire, au bout de son rouleau. Je veux dire, il a fourni un travail fou, là, je veux dire, un Gaston par semaine, une page de Spirou, des couvertures, des cartes de Noël, tout ça, c'est comme, ils travaillaient fort. C'était effrayant, ces gars-là, là, comment ils leur en demandaient. Ils ont dû faire bien de l'argent, quoique, parce que c'était les kings, là, c'était des tirages de millions, là, je sais pas combien, de milliers d'exemplaires par semaine. Tous les enfants se passaient ça. Ils achetaient tous les albums à Noël. Ça devait être, puis les tirages, là, ça existe plus, des tirages de même, le tirage 100, 200, 300, 400 000 albums. Là, c'est comme, tu t'imagines l'argent qu'ils devaient faire quand même s'ils faisaient juste 10 % là, parce qu'il était une poignée, là, ces gars-là, là, dans Spirou Tintin. C'est une poignée d'auteurs lus par des milliers d'enfants en France et en Belgique. C'est comme des marchés qui n'existent plus, là, ça. Oui, c'était le monde d'antan. C'était le rendez-vous de la BD il y a 2 semaines, puis c'était Paul en diaporama, donc on a fait un survol de ton œuvre. C'est un peu le prolongement du livre Paul entretien un commentaire. Puis j'ai bien fait rire les gens en montrant un exemple, tu sais, dans Paul à Québec, au cimetière, quand Rose est sur la tombe de son grand-papa, puis qui sort de terre, puis là, tu fais une espèce de zoom arrière vertical. Donc, c'est comme s'il y avait une grue qui nous lève, on monte dans le ciel, et puis on voit le sol, le cimetière de plus en plus éloigné. Puis là, je faisais avec ma commande, je faisais tac, tac, tu sais, je passais de page en page sur le grand écran. Puis là, je disais, c'est un zoom arrière en 1, 2, 3, 4 images, pleine page. Puis là, je dis, ça prend quelqu'un, un fou de dessin pour dessiner ça. Parce qu'un scénariste qui présenterait ça, le projet, à un autre dessinateur, en lui disant, et puis, la dernière image, pleine page, ça va être Saint-Nicolas au complet, tu sais. Il dirait, t'es-tu malade? Il n'est pas question que je dessine ça, mais toi, tu te l'imposes à toi-même. Oui, ben, parce que ça, c'est des trucs que tu prévois dans ton scénario, puis tu dis, ça va faire beau, ça va faire touchant. J'ai envie que ce soit comme... c'est classique, le zoom arrière, je veux dire, on le voit dans les films de cow-boy, on voit ça souvent, je veux dire, la caméra qui lève, mais c'est en même temps, ça personnifie Roland, tu sais, qui lui-même en train de monter au ciel, puis qui regarde sa petite fille, est encore dans le cimetière en bas, puis lui, il monte, puis elle le voit, tu sais, elle est seule à le voir, d'ailleurs, parce qu'elle parle, il sort de terre, puis il dit « bye », puis là, on le voit, il est en pyjama, tu sais, puis il lève de terre, tout ça. Ça vaut la peine, tu sais, c'est juste que ça vaut la peine. Ça prend comme, tu sais, 2 semaines faire ces 4 pages-là, tu sais, mais ça a un bel effet, puis je suis content de l'effet que ça a. Au cinéma, on a essayé, moi, je voulais un drone, tu sais, mais en 2015, quand on l'a tourné à Saint-Nicolas, au cimetière, on était au cimetière de Saint-Nicolas, on avait tout le kit pareil, mais le drone, il n'y avait pas de drone cinéma disponible. En fait, c'était pas encore assez perfectionné, le drone. Fait que, il disait, non, ça viendrait des États-Unis, on n'a pas les moyens de faire ça parce qu'ils s'en faisaient aux États, tout ça. Mais finalement, ils ont fait un crane-up ils ont pris la plus grosse grue, là, puis ils l'ont monté jusqu'au plafond. Puis ça a donné un bel effet quand même de monter comme ça. Mais moi, je voulais voir vraiment tout le village après, tu sais. Mais c'était pas possible. Ouais. Mais ces genres de plans-là, j'en fais souvent dans mes BD parce que c'est comme par exemple, dans Paul dans le Nord, où on voit la construction du stade olympique, tu sais, au complet, on voit le chantier, là. C'est toute une page, là, puis ça, c'est comme 3-4 jours de job juste pour un seul dessin, parce que je veux montrer le stade olympique avec le mât qui est pas fini, les petits camions à côté, les 2x4, la bouette autour, tout ça, puis tout le quartier aussi autour, en bas, dans Hochelaga, Maisonneuve, tu sais, fait que ça, il faut que tu le fasses, tu sais, il faut le faire, mais elle est payante. La page est payante parce qu'elle parle beaucoup, elle raconte en one shot que
où est-ce qu'en sont les Jeux olympiques en 1975, où est-ce qu'il y en a le chantier. Tu vois tout le chantier en 1975, puis là, tu comprends que ce sera pas fini pour les Olympiques, parce que c'est ça l'idée qu'il était déçu. Moi, j'étais déçu quand j'étais petit, quand le mois était pas fini. J'étais, hein, quoi, le mois sera pas fini? C'est ça. Voyons donc, le maire Drapeau nous a vendu ça, il nous a montré des maquettes avec tout le truc, puis c'était grandiose. Puis là, les athlètes vont arriver, puis on va avoir un mognon j'étais tellement pissed off. Je me disais, quelle gang de nonos pas capable de finir ça à temps, ça m'avait vraiment déçu. Michel, les journalistes, les chroniqueurs, les lectrices, les lecteurs te parlent beaucoup de tes histoires, comment c'est touchant, etc. Pas grand monde, je trouve, pas assez de monde te parle de ton dessin. Or, puis même moi, si j'ai un regret par rapport au livre qu'on a fait ensemble, c'est de ne pas avoir assez parlé de ton dessin, parce que j'ai toujours considéré, en te suivant d'album en album, que tu dessinais de mieux en mieux. Et là, à ton grand âge, ça pourrait décliner, même pas encore, parce que Paul à la maison, je le trouve encore plus beau. Le trait est charnu, le dessin est de plus en plus souple. Je te remercie, Michel. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, c'était quoi tes préoccupations par rapport à ton trait? Moi, je me suis jamais considéré un bon illustrateur. Fait que, tu sais, j'ai des amis illustrateurs à Montréal qui sont tellement meilleurs que moi, tu sais. Fait que pour moi, ils sont comme là. Puis ce qui se fait en bande dessinée aussi, il y a des auteurs qui sont comme wow, tu sais, ça sert à rien. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, il faut arrêter de se dire, moi, ce qui m'a permis de faire de la bande dessinée, c'est arrêter de me dire, ça sert à rien, je serai pas Franquin, jamais je pourrais accoter les auteurs à dessin. Les auteurs à dessin, que j'appelle, là, ceux qui sont vraiment habiles et puis pour lesquels on achète les albums pour leurs dessins, tu sais. Moi, j'ai décidé en fait, je me suis un peu basé sur les Peanuts, Charlie Brown. Puis là, je me dis, hey, ce gars-là, il est connu mondialement. Puis son petit, c'est toujours bien qu'un petit maudit chien qui marche à la case en bas. Puis c'est écœurant. Tu sais, puis quand je me suis décomplexé de ça, l'histoire de faire du beau dessin, puis d'être bon, puis de performer là-dedans, ça m'a vraiment libéré. Je dis, bon, je vais faire avec ce que j'ai. J'avais quand même une expérience d'illustrateur en magazine, tout ça. J'ai commencé avec ça, puis je me suis dit, je fais ça simple, puis j'essaye pas de faire beau, j'essaye pas d'être un auteur à dessin. Mais ce que tu me dis, moi, je trouve ça, je te remercie beaucoup. C'est vrai que ça s'est amélioré. Je regarde Paul à la campagne. Ensuite, je regarde Paul à la maison. C'est vrai que les personnages sont mieux modelés. Les mises en scène sont plus claires. Je suis content, mais tu sais, pour moi, c'est pas ça que je vise. Je vise toujours l'histoire. C'est ça l'affaire, c'est que je vise l'histoire. Puis je pense que les lecteurs s'en rendent compte aussi. Moi, je suis un écrivain, puis qui a un petit talent en dessin. Là. C'est ça que. Mais tu es un metteur en scène aussi. Oui. C'est limitatif de dire que tu es un écrivain. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. J'ai-tu quelque chose à dire? C'est jamais j'ai-tu quelque chose à dessiner. Parce que moi, je suis pas comme, je parlais de Jimmy Beaulieu ou des auteurs comme ça, Johann Sfar, qui ont toujours, j'ai besoin d'un crayon, faut que je dessine tout le temps, au restaurant, sur les napperons, sur les napkins. Ils font des dessins tout le temps, là. Ils sont tout le temps en train de dessiner, parce que c'est une manie, tu sais. Ça, j'ai pas ça, pas en tout. Moi, j'ai un crayon, non, je vais manger mon hamburger, je dessine pas sur le napperon, j'ai rien à dessiner. Parce que je viens du design graphique, je viens de la commande. Moi, je travaillais pour des agences de pub, tu sais, puis des magazines comme l'Actualité, les Atlantic Monthly. Donc, le dessin est un outil au service de ton histoire. Ben, moi, ça me prenait une commande. Premièrement, passe-moi en commande, parce que je lève pas mon crayon, tu sais, c'est comme... ça me prend une commande. Fait que je recevais un article à illustrer pour un magazine, coup de pouce, clin d'œil, je sais pas trop. Là, je lisais l'article. Là, je me mettais à réfléchir, puis là, je prenais mon crayon, puis là, je faisais même pas d'esquisse parce que je trouve que c'est du temps perdu. Moi, tu sais, faire des esquisses, puis cruncher ça, puis mettre ça à la poubelle. Oh non, c'est de la merde. Non, moi, je préfère avoir les bras croisés puis regarder une feuille blanche pendant des heures. Non, je le vois dans ma tête. C'est pour ça que quand ça apparaît, quand l'idée est là, ça fait clic. Là, je prends le crayon, j'ai l'idée. Mais je vais jamais faire des essais. Je sais pas, j'ai des amis illustrateurs qui font ça, Bruce Roberts, par exemple, qui est un illustrateur, il est décédé, mais lui, il fallait qu'il fasse des piles d'esquisses, 100 fois la même affaire, ou 100 propositions, parce que là, il essayait des affaires. Moi, j'essaye juste dans ma tête, c'est juste, j'ai rien à dire, j'ai rien à dessiner pour l'instant, c'est pas encore là.
Quand ça arrive, là, je prends un crayon, j'ai mon idée, puis habituellement, c'est la première idée, puis j'étais tellement rendu bon avec les magazines à la fin, là, j'étais comme, tu sais, je regardais l'article, j'y réfléchissais, j'allais boire un café, puis j'ai l'idée, je faisais une esquisse, je l'avais tout le temps. À 98% du temps, je tombais pile, le directeur artistique, il disait, oui, c'est beau, c'est ça qu'on veut, tu l'as. Je venais qu'à connaître mes clients assez, puis connaître leur philosophie dans les magazines, tout ça, puis qu'est-ce qu'ils pogneraient. Puis tu le sens aussi. Quand tu as une bonne idée, là, quand c'est le feu vert, là, tu dis yes, je l'ai, je suis sûr que ça va passer. Puis quand tu as une mauvaise idée, tu es là, tu essaies, là, c'est pas le feu vert, c'est le feu jaune. Tu dis, ah, c'est peut-être bon. Tu le montres au client, là, tu as un problème. Non, c'est pas exactement ça, tu le savais. Je le savais dans ma tête en avant, je le savais avant que j'avais pas laissé la bonne idée. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Puis même pour les textes de Paul, avant de commencer un synopsis, c'est de la réflexion tout le temps. Je fais pas de crunch des feuilles, c'est de la merde. Non, je fais pas ça, je gaspille pas de papier. Je suis bien avant pour le papier. Moi, je travaille sur des... Tu sais, j'achète du papier calque, là. C'est pas si cher, une tablette de papier calque, 9$, il y a 50 feuilles. Fait que je les coupe en 4, Simona, chaque feuille, parce que je veux pas gaspiller du papier. Fait que je fais des petites esquisses tout petites, comme quand je fais de la bande dessinée, je fais d'abord un chemin de fer, je fais une page en petit sur une carte postale de papier calque, puis si possible du papier de recyclage qui est dans le vidange, parce que j'aime ça gaspiller du papier, je respecte le papier au coton, je sais pas pourquoi. Fait que je vais sur les plus petits bouts possibles. Là, quand ça commence à avoir d'allure, OK, là, je vais peut-être prendre une feuille au complet, mais il faut que l'idée soit bonne, parce que je vais tout en petit pour commencer. Même les couvertures de mes poches, je fais ça, là, le format timbre, c'est carte d'affaires. Je fais des petits essais comme ça, que j'en mets plein la feuille, parce que je ne veux pas gaspiller la feuille de papier. Après ça, j'en reviens devant, j'en fais d'autres. C'est comme, je suis vraiment cheap, là. Autrement dit, tu as sauvé une coupe de forêt, et tu sais, je vois des artistes, des fois, je vais essayer, je vais faire de l'aquarelle. Là, tu vas prendre des feuilles 24-36 en papier aquarelle à 12$ la feuille, tu sais. Là, tu dis, je vais essayer ça. Ah non, c'est de la merde. Ah, si pas aller jeter au vidange. Non, j'aimerais mieux, je vais prendre du plus rouge. Ah là, ça a coulé. Scrap! Ah, je suis là, oh, mon Dieu, terrible. Tu sais, c'est comme, je comprends pas. C'est quoi, moi, ce papier, c'est précieux, puis je prends du papier, tu sais, pas très cher non plus pour faire les BD, c'est comme, j'ai un respect pour ça. Même les livres, Paul, tu sais, je veux pas que ce soit imprimé cartonné. Je veux que ce soit cousu. Par exemple, les cahiers sont cousus dans les albums. Si vous avez remarqué, c'est plutôt rare aujourd'hui qu'on coud les cahiers. Ça, c'est comme, tu demandes ça à l'imprimeur, il fait comme, quoi, on fait plus ça. Oui, vous allez faire ça. C'est des cahiers cousus. Il faisait ça dans l'ancien temps. Oui, moi, je veux ça. C'est la seule exigence que j'ai avec mes livres. Je veux que les cahiers soient cousus. Parce que quand j'étais petit, j'ai souffert. J'ai souffert avec les Lucky Luke qui se défaisaient. T'achetais ça, tu sais, puis les pages, ils s'en vont. Mais ça, c'est la reliure allemande cheap, là, d'aider dans le col. Là, tu le lis 2 fois, puis là, il commence à se défaire. J'étais insulté quand j'étais enfant, j'étais insulté vers elle. Puis là, j'ai vu que les Tintins sont cousus. Fait que j'ai dit, lui, il a l'affaire. Fait que quand on a commencé à imprimer les pages, j'ai dit à l'éditeur, les autres, ils voulaient pas, ils voulaient juste m'aider à reliure allemande. J'ai dit, non, en fait, c'est 2$ de plus, ou 1$ de plus le livre, tu sais, la couture. Monter le prix, il faut que ce soit cousu, parce que c'est payant, parce que les livres, ils se défont pas, puis ils sont toujours beaux, puis c'est plus pratique aussi pour la re-reliure en bibliothèque. Ici, d'ailleurs, il y a bien des livres qui partent, qui reviennent, là, parce qu'il y en a plein ici qui ont été relus une deuxième fois. Puis ça, les relieurs adorent ça, là. Ils ont juste à défaire la caisse, dans le livre, mettre la nouvelle caisse, puis les cahiers tiennent tout ça, ils sont cousus déjà, c'est super. C'est un petit détail, ça, mais par contre, je voulais pas que ce soit cartonné. Je trouve que c'est comme trop luxueux. Tu sais, je pourrais les avoir cartonnés, genre comme les Tintins, tu sais, avec une reliure caisse, puis tout ça, puis mais je sais pas, je trouvais ça juste correct comme ça. J'aime bien la formule avec le flap. C'est d'ailleurs la recette de l'association, l'éditeur dont on parlait tout à l'heure. Ils ont parti ce format-là. Là. Donc, reliure cousue avec flap sur reliure souple. Moi, j'adore ce format-là. Je trouve ça juste correct. Ça permet de garder un prix quand même pas pire. Parce que c'est sûr que quand on se met à faire reliure caisse, dorure sur tranche, signé en mohair, tout ça, ton livre, il monte à 50$, puis tu sais, bon, le livre à 50$, l'éditeur a bien peur de ça, tu sais.
C'est le gros Paul, d'ailleurs, là, c'est comme ça, c'est un livre cher pour Il devrait être plus cher que ça. il devrait être plus cher, mais tu sais, c'est ça, on a réussi quand même à faire un prix pas pire. Ils l'ont imprimé quand je sais pas si quelque chose comme ça. En Slovénie. En Slovénie, c'est ça. Tu vois, au Québec, faire un gros livre comme ça, le relief caisse lourd comme ça, là, ça coûte une fortune. Fait qu'il est quand même pas pire, il était 50 ou c'est quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un livre spécial, c'est un livre hommage, puis bon, tu sais, c'est pas on n'a pas fait des tirages, l'éditeur n'est pas venu fou, il n'a pas imprimé 70 000 du gros Paul, tu sais, on s'est adressé aux amateurs, puis tout ça, c'est un tirage de quoi 15 000, comme ça. Dernière question avant de passer aux questions de l'assistance. J'ai eu la chance de vivre aux côtés de Michel une expérience assez mémorable des séances de signature et de dédicace. Je dis ça parce que j'ai constaté que Rabaglati, il fait l'objet non pas il n'y a pas une cote de popularité, on doit parler d'une cote d'amour de la part de son lectorat. La plupart des personnes qui se pointent sont toutes fébriles, émues. Ils s'adressent à lui comme s'ils avaient gardé des cochons ensemble, alors que Michel, bien souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il les voit pour la première fois. Mais eux ont lu le récit de sa vie. Bon, c'est arrangé que le livre, c'est romancé, c'est de l'autofiction, mais quand même, il y a cette espèce de proximité-là chez ces personnes-là qui viennent vers toi. Ça fait des années qu'ils lisent Paul, qui se reconnaissent dans Paul ou dans Lucie ou peu importe dans tel autre personnage. Ça, c'est un phénomène vraiment plaisant et touchant, j'avoue, parce que... C'est une responsabilité en même temps. Je sais pas, mais tu sais, c'est souvent que les gens viennent me parler je dis souvent qu'ils viennent me voir, mais ils parlent d'eux. Ils me parlent de leur expérience avec. Puis souvent, ils vont faire le transfert à leur famille. Je viens de Québec, je viens de Saint-Nicolas, j'ai été dans les scouts, ma femme a eu de la misère à avoir un enfant. Mais tout ça, ça vient de pas la pêche, tout ça. Puis c'est charmant, tu sais, parce que donc mon récit a été assez réaliste. L'expérience que je leur ai proposée sur papier, toujours bien qu'en noir et blanc, ça les a touchés, tu sais, puis ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est là aussi que tu constates que ton travail, ben là, t'as tiré les bonnes manettes, t'as poussé les bons boutons, t'as placé tes cases à la bonne place, t'as placé tes émotions à la bonne place. Ça, je suis très conscient de ça quand je travaille en BD. C'est comme, je raconte une histoire, il y a un scénario, c'est une partition musicale, tu sais, il y a des silences. Je suis d'ailleurs chanteur et musicien, fait que je compare souvent ça à ça. Les livres, la bande dessinée, à de la musique, tu sais, parce que une tourne avec juste do, ça donne ça donne de la musique minimaliste, là, est-ce que c'est touchant, tu sais? L'histoire, c'est de vraiment essayer de faire une partition qui est parfois en majeur, parfois en mineur, avec parfois aussi plus de silence, parfois aussi, il y a le gros orchestre, il y a de la caisse, il y a de la bass, puis après ça, oups, là, il n'y a plus rien. Je veux dire, là, c'est juste de la flûte traversière. C'est un peu comme ça que je vois ça, tu sais, une partition de bande modulation. Une modulation des émotions. Puis ça, je travaille là-dessus quand je travaille en BD. C'est que cette page-là, est-ce qu'elle est trop intense? Est-ce que c'est trop long, ce passage-là ici? Est-ce que l'émotion que j'ai plantée au début va bien se développer à la fin? Est-ce qu'on va comprendre les problèmes du personnage? Et tout ça, c'est toujours dans ma tête, là, tout le long, là. Donc, c'est ça, tu vois, d'abord, l'histoire, ensuite les dessins. Puis, ben, c'est ça, de recueillir les avis des gens, c'est ça, je les ai touchés, probablement aussi parce que je raconte des histoires universelles. Tu sais, Paul, c'est un gars, pas un nobody, mais c'est un monsieur tout le monde. C'est un peu une madame tout le monde aussi en même temps. Tu sais, c'est quoi? Pour quelqu'un qui est très sexy dans le sens, il n'est pas très good, il n'est pas genré tant que ça. Non, tu sais, il est un peu entre les deux, tu sais, assez délicat, il est pointu, assez sensible, à l'écoute, perméable un peu à ce qui se passe autour de lui, très observateur de la vie, des événements, les choses le touchent. Ça, je pense que c'est un peu un gars-fille pour ça, là, tu sais, puis les femmes se retrouvent en lui, les hommes se retrouvent en lui, les jeunes aussi. Puis je constate que mes BD, je suis très fier, un truc que je suis très fier, c'est que mes BD sont dans les chalets, tu sais, avec les Tintins. Puis les gens ont la collection au chalet. Pour les journées où il pleut, on l'a pas vu par la énième il y a le Monopoly, il y a le Clou, il y a les Pauls. Puis les Tintins, probablement, puis j'imagine qu'il y a les Astérix aussi. Fait être aux côtés de Astérix, Tintin, là, en cas de pluie, là, moi, je trouve ça bien flatteur, là.
Parce que, puis ça veut dire qu'ils relisent, tu sais. Ils relisent, ah, tu lis celui-là, oh, j'ai lu, ah, tu lis celui-là, ah, oui. Les enfants lisent ça, puis mes voisins autour, c'est comme, ils ont tout des petits culs de 10 ans, je lis ça à 10 ans, ah oui, il aime ça, c'est comme, puis là, ils relisent ça, et mon voisin à côté, c'est un petit gars, il lit tout le temps, il relit tout le temps, il est comme fasciné par mon univers, parce que, en plus, je suis son voisin, il me voit en face, je sais pas trop, il reconnaît la maison, mais ça le touche parce que, tu sais, bon, il peut des fois pas aller dans les scouts, tu sais, pas au parc, il lit beaucoup dans les écoles, parce que, bon, c'est un livre un peu plus pour les jeunes, quoique la fin est un peu tragique, là, mais pour un jeune, c'est cool, là, pas au parc, le scoutisme, l'amitié, le partage, la vie de groupe, tout ça, les chansons. Le premier bacon. Oui, tout ça, tu sais, ça leur semble bien réaliste, puis souvent, ça sonne des cloches chez les gens qui ont vécu une expérience similaire, parce que je parle d'affaires de camping, de vie à deux, de premier appartement, d'avoir un enfant, de désirer un enfant, tout ça, de se séparer, d'être en dépression, de pas filer. Tout ça, c'est la vraie vie. Là. C'est pas compliqué, tu sais. Se faire des toasts, manger des céréales. D'ailleurs, dans la pièce, il y a ça aussi, parce que il y a un moment donné, je fais une conférence. Non, pas dans la maison. Paul, il fait une conférence devant une polyvalente, tout ça. Puis les jeunes, ils disent « Hey man, tes personnages font rien que manger des toasts, il se passe rien dans ton affaire. » On le fait sur scène, c'est très drôle. Les acteurs s'en vont dans la salle puis deviennent des ados avec des casquettes. Donc, Paul à la maison au Trident, c'est à partir de jeudi. C'est à partir de après-demain, quelque chose comme ça. Et puis, à la sortie,